Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce Facebook Live. C'est un rendez-vous auquel on commence à s'habituer. On essaie de le faire 2 ou 3 fois chaque année. On est ce soir en direct de l'hôtel de ville, au dernier étage, qu'on appelle la salle des roses, parce qu'elle domine la roseraie, dans laquelle, vous le savez, on vient d'achever quelques travaux. Peut-être vous avez un aperçu derrière moi sur le parc. Vous voyez aussi l'état dans lequel je me trouve, c'est-à-dire un bras très diminué, l'autre à peine mieux. Beaucoup d'entre vous savent que j'ai fait une lourde chute il y a un peu plus d'un mois et je veux vous dire évidemment que ça complique l'exercice de mes fonctions parce que j'ai besoin de beaucoup de temps à la fois pour la rééducation et aussi le repos. Mais je veux aussi profiter de l'occasion pour saluer l'ensemble des collègues élus qui sont connectés avec nous, qui font un gros boulot depuis évidemment le début de ce mandat, en particulier dans cette période. Ce n'est pas la première fois malheureusement que ma santé m'éloigne un peu. Et en même temps vous dire évidemment qu'avec les services de la ville, je reste connecté et ensemble on essaye de faire en sorte de poursuivre l'action que nous menons. Donc c'est le sens de ce Facebook Live, à peu près 1 heure ensemble, pour vous donner des informations, pour répondre à vos questions. D'abord peut-être des informations d'actualité, puisque vous le savez, on vit un épisode de canicule, et donc il y a beaucoup de conseils, beaucoup d'informations qui circulent. Je ne vais pas tout reprendre ici, on publie notamment sur la page Facebook de la ville, sur le compte Instagram également, vous dire qu'on est très attentif à la situation notamment des plus fragiles, et puis vous inviter justement à faire preuve aussi de solidarité à cet égard. Vous savez qu'on a mis en place il y a quelque temps une application qui s'appelle Voisins vigilants et solidaires. C'est le moment aussi de faire vivre cette notion de solidarité en procédant à des signalements si nécessaire, et en tout cas en étant attentif au voisinage, aux amis, à la famille. Un numéro de téléphone, si besoin, le 02 35 68 93 61. 02 35 68 93 61. N'hésitez pas. Et pour les détails, je vous renvoie encore une fois à la page Facebook de la ville ou aux services mobilisés. Je pense notamment au CCAS auprès des plus âgés. Je vous invite à contribuer évidemment à cette mobilisation. On y reviendra d'ailleurs sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup de questions qui touchent aux enjeux de climat, de biodiversité. Et là, pour le coup, on est dans le concret. On a un point d'actualité aussi très important et intéressant puisque je viens d'inaugurer avec les élus et les partenaires une classe inclusive à l'école élémentaire Cavaillès. Plus exactement, elle a fonctionné tout au long de l'année scolaire pour des enfants en situation de polyhandicap. Ce projet est un projet plein de vie, plein de richesse humaine. Je veux le souligner parce qu'il illustre notre mobilisation sur ces questions de handicap, plus largement bien sûr sur les questions éducatives. Et puis il fait du bien d'une certaine façon dans une période très dure. Je pense que chacun l'a en tête, l'état du monde et les tensions qui traversent à la fois la planète mais aussi notre pays tout simplement. Là, je veux témoigner auprès de vous qu'on vient de vivre un moment évidemment très intéressant et qui renvoie au travail que je veux saluer des enseignants notamment et de tous leurs partenaires. Une information tout à fait récente, puisque hier soir, au Conseil de la métropole Rouen-Normandie, a été votée une décision qui concerne beaucoup de familles, la gratuité des transports en commun pour les jeunes de moins de 18 ans à partir du mois de septembre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'abonnement, il n'y a plus besoin de carte et il n'y a plus besoin de payer quoi que ce soit. Tous les jeunes en dessous de 18 ans auront désormais la gratuité. J'ai participé avec les collègues du conseil municipal qui siègent à la métropole à ce vote et on voulait évidemment vous en donner l'information, puisque ça fait à peine 24 heures que cette décision est prise, mais c'est une belle perspective pour le pouvoir d'achat, pour l'environnement, pour la mobilité des plus jeunes et leur autonomie. Vous dire aussi à propos des plus jeunes, et vous l'avez peut-être vu dans l'actualité, que nous travaillons à la mise en place des espaces sans tabac qui avaient fait l'objet d'une expérimentation à Grand-Quevilly et qui maintenant font l'objet d'une réglementation nationale, c'est-à-dire délimiter un périmètre à proximité des écoles, de la médiathèque, des centres de loisirs, de tous ces lieux où notamment les plus jeunes sont amenés à passer régulièrement. C'est une nouvelle réglementation nationale qu'on va appliquer qui me fait penser, moi, à ce qui existe par exemple au Québec, puisque j'avais eu l'occasion de voir dans notre ville jumelle du Québec, cette législation là-bas qui est en vigueur depuis très longtemps. On va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. L'expérience qui a été menée notamment aux abords des écoles Césaire-Levillain cette année a montré que tout ça peut se dérouler évidemment de façon harmonieuse, puisque tout simplement c'est la santé des enfants et le vivre ensemble qui sont engagés. Donc merci à vous de participer à ces efforts-là. Je vais prendre maintenant un certain nombre de questions, d'observations. Il y en a qui sont arrivées avant notre connexion.
Et puis, il y en a qui sont arrivés au fur et à mesure de notre connexion. Donc, je regarde la tablette, bien évidemment, sur laquelle je peux accéder. Et je vous remercie de vos salutations, parce que beaucoup d'entre vous, en se connectant, indiquent bonjour, bonsoir, monsieur le maire. Et je vous salue évidemment les unes et les autres. Et puis, je vois effectivement une question, par exemple, à quand des cirques sans animaux à Grand-Quevilly? Alors, soyons très clairs. Il y a deux catégories d'animaux dans les cirques. Il y a les animaux qui sont considérés comme des animaux domestiques et qui sont considérés comme des animaux sans danger particulier. Et puis il y a les animaux qui sont considérés comme des animaux sauvages, dangereux. Je pense notamment aux fauves, etc. Nous accueillons à Grand-Quevilly des cirques avec des animaux de type ruminant. Ça peut être des dromadaires, des chameaux, ça peut être des buffles ou des vaches. Mais ce sont des animaux qui aujourd'hui sont autorisés par la réglementation et qui par ailleurs ne créent pas de danger particulier puisqu'ils sont là essentiellement pour brouter de l'herbe dans le cadre d'un accord avec le cirque que nous accueillons. En revanche, nous ne pouvons pas accueillir d'animaux dangereux parce que, vous le savez, le seul endroit où nous accueillons les cirques, c'est la plaine Léon Blum. Et à cet endroit, nous avons aménagé ces dernières années, notamment un canipark avec des chiens juste à côté. Nous avons aménagé récemment une aire de jeu qui a été d'ailleurs agrandie encore il n'y a pas longtemps. Nous avons un city-stade aussi, nous avons un skatepark, nous avons l'espace jeunesse. Bref, tout un endroit comme ça fréquenté par les familles, par les enfants, par les jeunes et qui n'est pas compatible avec la dangerosité de tel ou tel animal sauvage. Donc concrètement, oui, nous accueillons plusieurs cirques dans l'année à Grand-Quevilly et je pense que c'est une bonne chose pour les petits et les grands, avec des animaux considérés comme des animaux domestiques et autorisés par la réglementation. S'agissant des animaux sauvages, la réglementation générale les autorise pour l'instant jusqu'en 2028, mais nous ne pouvons pas les accueillir, nous, dans le contexte de Grand-Quevilly, parce qu'il y a une dangerosité particulière en plein centre-ville, et c'est la raison pour laquelle vous connaissez aujourd'hui notre mode de fonctionnement. Je prends évidemment les questions comme elles arrivent. Pourquoi la police n'intervient pas lorsqu'on les appelle? Alors, il peut arriver effectivement qu'au moment où vous appelez la police, alors on parle de la police municipale, je suppose, elle soit déjà engagée sur une autre intervention. Et c'est évidemment la difficulté de l'exercice. Nous avons 14 policiers municipaux à Grand-Quevilly. Nous sommes la deuxième police municipale de l'agglomération après Rouen, alors que nous ne sommes pas la deuxième commune de l'agglomération. C'est beaucoup. Ça nous permet d'organiser des rotations importantes de nos équipes. Ça permet d'avoir une présence constante, en tout cas dans la journée et le soir, très souvent jusqu'à minuit. Le week-end également, mais encore une fois, je le répète, au moment où vous appelez, il peut y avoir effectivement d'autres interventions qui nécessitent de devoir patienter. Il est important, en fonction des circonstances, d'appeler d'abord le 17, c'est-à-dire police secours, et en tout cas de faire en sorte que soit au 17, soit sur le portable de la police municipale, eh bien, vous laissiez un message pour pouvoir être recontacté. J'ai parlé aussi de l'application Voisins Vigilants et Solidaires, pardon. Je vous invite à vous connecter à cette application et vous pouvez aussi, à travers cette application, faire des signalements. Ça ne remplace pas le 17, ça ne remplace pas le portable de la police municipale, mais ça peut participer aussi de l'identification d'une situation et derrière, on peut revenir tranquillement vers vous. Le portable de la police municipale, je le rappelle, 06 89 81 80 68. N'hésitez pas, bien évidemment. Alors, je vais continuer à dérouler les questions. J'espère n'en oublier aucune. Je note, à quand un centre commercial de la Lande? Alors, je ne sais pas ce qu'on entend par centre commercial de la Lande, et je ne suis pas sûr évidemment que les gens qui habitent là verraient d'un bon oeil qu'on vienne faire pousser un centre comparable à celui qu'on connaît notamment du côté d'Hyper-U. Ce qui est vrai, c'est que sur la place de la Lande, il y a quelques cases commerciales. Elles sont occupées pour la plupart. Il y en a une actuellement qui est vide et qui appartient à Quevilly Habitat. Je sais que le bailleur travaille à identifier quelqu'un qui pourrait venir installer son activité. Il faut que ce soit une activité à la fois qui rende service à la population quevillaise, qui ne génère pas de nuisances puisqu'il y a des habitants qui habitent juste au-dessus et qui soit compatible avec les possibilités aussi de stationnement dans le secteur. Et donc l'activité commerciale de la Lande, elle est évidemment déterminée par la disponibilité des locaux, les cases qui existent et qui sont occupées, celle qui est vide aujourd'hui mais qui sera probablement d'ici quelques mois occupée. Pas très loin d'ici, on a un grand projet pour les années futures, c'est l'aménagement des terrains qui bordent l'avenue des Canadiens et qu'on appelle les terrains à l'orge. Ce sont les anciens terrains d'entraînement du FCR. La ville de Grand-Quevilly est propriétaire de ces terrains. Ça nous permettra de faire émerger beaucoup de logements
et probablement, bien sûr, avec ces logements, de nouveaux commerces. Et donc, c'est peut-être un élément de réponse à la question. Ce n'est pas un centre commercial à proprement parler, mais c'est un élément de vitalité supplémentaire dans le quartier qui devra bien sûr se faire en harmonie avec les commerces existants, parce que le but n'est pas de les mettre en difficulté, mais il y a une complémentarité qui peut se faire. Ça va prendre encore une fois quelques années, parce qu'on ne fait pas pousser un nouveau quartier comme ça du jour au lendemain. Mais les réflexions sont engagées, et je pense que c'est un élément de réponse très, très concrète à la question qui est posée, même s'il faut bien sûr s'inscrire dans le temps. Nous avons un gros problème d'inondation au Puy-Marie. Alors effectivement, vous avez bien vécu avec nous les intempéries de ces derniers temps. Elles sont d'ailleurs de différentes sortes finalement. C'est tout le dérèglement climatique dont on parle beaucoup, à la fois de grande chaleur, suivi de gros orages. On a eu des grêlons sur une partie de la ville, pas sur toute la ville. Puis on a eu des inondations ici ou là, qui ont fait apparaître des choses qu'on pouvait avoir parfois identifiées, mais peut-être pas dans cette mesure-là. L'exemple du Puy-Marie en est un parce qu'il y a tout un travail à faire avec Vie Habitat qui est propriétaire de l'immeuble, mais aussi avec la métropole sur les voiries, la gestion des évacuations d'eau, la configuration des caves et je ne rentre pas dans les détails, mais ce travail va évidemment se mener en partenariat avec tous les acteurs concernés. Il y a un autre exemple aussi qui avait été cité sur le pont qui descend le boulevard Brossolette en allant vers le quartier du Bourg, et sous lequel on a eu des inondations répétées. Et là aussi, il y a un travail à mener avec la métropole, puisque c'est elle qui est responsable des voiries et du système d'eau et assainissement. Donc tout ça, effectivement, sont des sujets qu'on a bien identifiés, notamment à l'occasion de ces intempéries. Je veux profiter de l'occasion pour remercier à la fois les services de la ville qui se sont mobilisés, comme ils le font à chaque fois qu'on a des épisodes de cette ampleur, mais en l'occurrence là on a vécu des choses qu'on n'avait jamais vécues jusqu'à maintenant. Remercier les habitants aussi qui se sont mobilisés, certains très spontanément pour aller donner un coup de main, d'autres inscrits dans la réserve communale de solidarité. Ce sont des citoyens volontaires que nous sommes heureux de pouvoir mobiliser quand il y a malheureusement la nécessité de le faire. Eh ben, je veux vraiment leur tirer mon chapeau, les remercier, et associer à ça, bien sûr, les services des bailleurs, que Vie Habitat en particulier, Habitat 76, mais aussi de la métropole, je l'ai dit, toutes celles et ceux qui nous aident à faire face dans des moments tout à fait exceptionnels. Et il faut bien comprendre qu'ils le sont, mais il faut comprendre aussi, malheureusement, que ça peut se répéter désormais, et vous le voyez à travers les conditions météo de ce mois de juin qui sont complètement inédites dans les deux sens. On me pose la question de l'élagage des arbres. C'est une question qui revient à chaque fois, et d'ailleurs qui n'est pas sans lien avec ce que je viens d'évoquer. Les arbres à Grand-Quevilly, c'est une immense richesse pour des tas de raisons. La qualité de l'air, la question des températures dans la ville, et précisément aujourd'hui, on voit que cette verdure, cette chlorophylle finalement qui nous environne, est un atout considérable dans une ville et dans une saison comme nous vivons. Simplement, il y a des enjeux effectivement d'élagage, d'entretien, de sécurité. Tout ça est pris en main par les équipes de la ville principalement. Il y a toute une partie des arbres qui dépendent aussi de Quevilly Habitat. Ils ont leurs propres prestataires. Mais nous essayons d'articuler bien sûr tout cela pour maîtriser les choses, aussi dans le respect des règles de la nature. C'est-à-dire que l'élagage des arbres ne se fait pas à n'importe quel moment et de n'importe quelle façon. Il ne se fait pas tous les ans non plus sur le même arbre. Et tout ça aujourd'hui est inscrit dans ce qu'on appelle la charte de l'arbre. Vous pouvez trouver le détail de ces explications sur le site de la ville. La charte de l'arbre est vraiment l'outil dans lequel on résume à la fois les atouts de l'arbre dans la ville et puis la façon de le gérer aujourd'hui. Je ne vais pas revenir évidemment dans les détails. S'il y a des situations particulières, il ne faut pas hésiter à les signaler. Elles sont traitées constamment, et il y a une analyse qui est menée à la fois par les services et les élus concernés pour déterminer si une intervention est nécessaire en urgence, en programmation et selon quel calendrier. Mais on ne peut pas évidemment gérer les arbres simplement en fonction des sollicitations individuelles. Il faut être éclairé par vos signalements et ensuite inscrire ça dans une gestion rigoureuse. La charte de l'arbre résume la façon dont nous gérons l'arbre à Grand-Quevilly. On compte sur vous pour nos 50 printemps de mariage. Alors écoutez, c'est noté et j'en profite pour souligner qu'en mairie,
nous procédons à toutes les cérémonies qui accompagnent la construction d'une vie de famille. Ça peut être des Pâques, ça peut être des mariages, ça peut être effectivement des noces d'or, par exemple, comme les 50 ans, des noces de diamant, comme les 60 ans. N'hésitez pas à voir avec le service état civil. Et puis, évidemment, on est présent pour que ces moments-là soient des moments très réussis. On a essayé de personnaliser notamment les cérémonies pour qu'elles soient à votre image comme vous le souhaitez. Merci pour vos vœux de rétablissement, parce que je vois aussi dans vos messages beaucoup d'encouragement et je vous en remercie. Le problème principal aujourd'hui, c'est que je suis très fatigable, si je puis dire. Et puis, il y a quand même évidemment tout un travail de rééducation à opérer. Mais merci à vous, ça m'encourage évidemment. On parle de sensibiliser le corps enseignant sur le spectre de l'autisme et les TDAH. De manière générale, comme je le disais en introduction, la ville est très engagée sur la question du handicap à l'école. Et simplement, bien sûr, c'est avec nos partenaires que nous devons gérer tout cela. Donc l'éducation nationale, l'agence régionale de santé, les associations compétentes. On a déjà fait beaucoup de choses à Grand-Quevilly spécialement sur ces sujets. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été menées ici ou là et on a des enseignants qui sont très sensibles à cette question. Ce n'est pas toujours parfait, ce n'est pas toujours évident. Il y a besoin de beaucoup de formation, y compris pour les personnels municipaux et on y travaille avec nos ATSEM, avec tous nos agents qui interviennent dans les écoles. Mais voilà, plus on aura de partenaires, notamment associatifs, comme c'est le cas sur la classe inclusive que l'on a inaugurée ce soir à l'école Cavaillès, plus on pourra avancer effectivement sur la sensibilisation et l'action des uns et des autres. En tout cas, j'espère que la personne qui a posé la question connaît les précédents déjà développés à Grand-Quevilly, mais je l'invite à se rapprocher du service éducation en mairie pour en savoir plus si nécessaire. Alors, que pensez-vous faire contre le rassemblement des jeunes derrière l'agence Kennedy, pétards, trafic, etc. Alors, il faut bien distinguer évidemment les situations. Le fait que des jeunes se retrouvent dans l'espace public n'est pas en soi interdit. Ce qui est problématique, interdit et sur lequel nous intervenons, c'est quand les rassemblements dégénèrent. Et malheureusement, trop souvent, ils dégénèrent soit en bagarre entre eux, soit en bagarre avec d'autres, soit en pratiques comme celles qui ont été mentionnées et qui sont des pratiques répréhensibles. Très concrètement, et je pense que vous le savez puisqu'on en a souvent parlé ici et dans le magazine municipal, on en parle beaucoup avec les riverains aussi, il y a une présence forte et constante de la police municipale sur le quartier. Il y a les agents de tranquillité de Quevilly Habitat qui d'ailleurs bientôt auront leur siège exactement au cœur du quartier Kennedy. Il y a un travail partenarial avec les médiateurs du transport, avec la police nationale. Il y a de temps en temps de grosses opérations qui sont menées pour justement marquer cette présence et réprimer ce qui doit être réprimé. Il y a aussi un dialogue qui s'installe avec des éducateurs de rue et essayer de faire en sorte, à côté des moments compliqués que l'on vit parfois dans ce quartier et qui nécessitent des interventions policières, essayer de faire en sorte d'avoir aussi dans ce quartier Kennedy qui est le cœur de ville, eh bien, du positif, des moments partagés pour les parents, les enfants, les familles, toutes les générations. C'est ce que l'on a fait ces derniers temps avec une artiste, par exemple, qui est venue installer son métier à tisser tous les mercredis sur la place Kennedy. C'est ce que l'on va faire puissamment, évidemment, dans les jours qui viennent avec les Bacayades, puisque vous savez que les Bacayades se déroulent désormais essentiellement dans le parc Albert Camus, qui est là au cœur du quartier Kennedy, et en partie aussi sur la place et arrière des immeubles. Et c'est ce que nous voulons vraiment développer à travers cette action Kennedy Cœur de Ville, essayer de faire en sorte que ce qui est négatif recule avec une présence policière, avec des signalements que j'opère constamment auprès du procureur de la République. Et moi, je veux que, bien sûr, la police, mais aussi la justice, puisse apporter des réponses quand il y a des réponses de cet ordre à donner. Je n'accepte pas ce qui n'est pas acceptable et je demande vraiment aux riverains de nous signaler à chaque fois qu'il y a une difficulté, parce que c'est comme ça qu'on peut intervenir en temps réel et de façon efficace. Mais je veux aussi, évidemment, que ce quartier n'est pas seulement une image de quartier à problème, parce que c'est aussi un quartier cœur de ville, je l'ai dit, avec beaucoup de vitalité, avec beaucoup de bonnes choses qui se passent. Et je vous invite à venir très nombreux, en particulier ce week-end, sur les Bacayades. Toutes les générations ont leur place dans ces événements. Il y aura bien sûr samedi soir le grand feu d'artifice au Parc des Provinces, mais dès vendredi soir et jusqu'à dimanche soir, plein de spectacles, plein de convivialité, de la restauration, des moments vraiment à partager et vraiment de zéro pour les plus petits enfants jusqu'à pas d'âge pour tous ceux qui veulent en profiter. On me pose des questions sur le restaurant Chantegrill. En fait, de manière générale, on a effectivement une activité commerciale à Grand-Quevilly
qui est plutôt positive, dynamique et qui se traduit par le maintien de nos commerces ou la reprise quand l'activité s'interrompt. Vous savez qu'il y a beaucoup de changements engagés, par exemple en ce moment sur la galerie commerciale d'Hyper-U, mais aussi plus largement tout autour du parking, avec le Burger King qui va s'installer, avec d'autres projets qui vont venir. Et s'agissant des commerces de proximité, on a une relative stabilité, de bonnes reprises. Parfois, bien sûr, des changements parce qu'il y a des activités qui ont du mal à se maintenir dans un univers où la concurrence d'Internet est très rude, où, bien sûr, la situation économique est tendue, vous le savez. Mais par exemple, on a perdu il y a quelque temps un magasin de chaussures qui était dans l'avenue des Provinces. Eh bien, un autre magasin de chaussures est en train de s'installer, pas exactement au même endroit, mais un petit peu plus bas sur le parking en bas de l'avenue des Provinces. Et on a comme ça, vous voyez, des perspectives intéressantes. S'agissant du Chantegrill, je n'ai pas d'informations particulières ce soir, mais on a bon espoir effectivement qu'il y a encore une reprise. Vous savez, il y a quelque temps, c'est le Courtepaille qui avait fermé à l'arrière du Zénith, et il a été repris, et il a une nouvelle enseigne, et cette enseigne a trouvé sa clientèle à travers notamment aussi bien les habitants de Grand-Quevilly que ceux qui viennent au Zénith ou ceux qui travaillent dans le secteur. Donc, on est sur un quartier, l'avenue des Canadiens, qui est très attractive pour ce type d'activité. J'ai bon espoir que ça puisse évidemment rebondir. Savez-vous quelle structure remplacera l'agence Quevilly Habitat qui est fermée place du Québec? Alors concrètement, Quevilly Habitat décide évidemment de ces implantations. L'information que l'on a, c'est qu'on a à la fois une centralisation aujourd'hui sur deux agences principales qui sont l'agence Delacroix et l'agence Kennedy. Il y a toute une réflexion aussi sur les services qui pourraient être proposés demain sur le site du centre-ville, avenue des Provinces. Et puis, s'agissant du Québec, le bailleur a une réflexion sur un éventuel point de proximité qui n'aurait pas la forme exactement de l'agence qu'on a connue jusque-là. Et tout ça est en réflexion chez le bailleur. Donc, je vous renvoie évidemment aux informations que lui-même pourra communiquer en fonction de l'avancée de ces réflexions. Alors, une question qui est un peu générale et peut-être un peu polémique. Quand allez-vous agir sérieusement sur le sujet de la sécurité dans la ville? Les années passent et la situation se dégrade. La vérité, c'est qu'en matière de sécurité, on le voit bien, Grand-Quevilly n'est pas une île isolée perdue au milieu de nulle part. Et il y a une évolution du monde, du pays, il y a des changements et il y a des choses effectivement qui nous dérangent et sur lesquelles nous essayons à notre niveau d'agir, mais on ne peut pas tout régler localement et en tout cas pas uniquement par l'action municipale. Je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin et on travaille à construire le partenariat avec la police nationale, avec la justice et on développe évidemment nos propres moyens. S'agissant d'agir sérieusement, je veux souligner à quel point Grand-Quevilly aujourd'hui est cité en exemple pour les moyens qu'elle déploie en matière de sécurité. Nous sommes, après Rouen, le deuxième réseau de caméras de vidéoprotection de l'agglomération. Nous sommes le seul réseau de vidéoprotection intégralement raccordé au commissariat central de Rouen, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la police nationale, elle a accès en direct 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à nos images et qui lui permettent de procéder à des interventions extrêmement efficaces. Il y a eu en début d'année notamment l'arrestation spectaculaire d'une équipe qui passait son temps à voler des roues de voitures à Grand-Quevilly et dans d'autres communes. Tout ça fait partie des résultats que nous donne ce partenariat étroit avec la police nationale et avec la justice. Nous menons des actions exceptionnelles comme la création d'une brigade canine. Aujourd'hui, il y a 2 chiens. Nous sommes la seule police municipale à disposer de 2 chiens et je vous garantis que c'est extrêmement efficace pour l'intervention de nos policiers, mais aussi pour le partenariat avec la police nationale. Un des 2 chiens est formé à la détection des stupéfiants, c'est évidemment très précieux. Nous avons 14 policiers municipaux, je l'ai dit, c'est exceptionnel, c'est quasiment le double de la plupart des autres communes de l'agglomération, et en tout cas ça nous situe au 2e rang après Rouen, et ça nous permet d'avoir une présence, là encore, très forte en semaine et le week-end. Nous avons un centre en mairie qui lui-même gère l'accès à nos images en direct et la maîtrise aussi des enregistrements qui permettent de nourrir les enquêtes de la police judiciaire. Et nous avons un tissu de partenariat avec les équipes tranquillité de Quevilly Habitat, avec les médiateurs du transport, avec les éducateurs de l'APRE, avec d'autres partenaires encore. Tout ça est extrêmement sérieux. Dire que ça garantit le risque zéro, bien sûr que non. Dire en revanche que ça contribue
à une situation quevillaise bien meilleure que dans les villes voisines, je pense que chacun le sait pertinemment. Et vous savez, quand j'ai pris la décision de rallumer l'éclairage nocturne, ce n'était pas une décision prise à la légère, c'était une décision prise au moment où nous avions tous ces vols de roues. Rallumer, ça ne garantit pas en soi qu'il ne se passera rien, ça permet simplement d'avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, des interventions plus efficaces dès l'instant où nos caméras sont raccordées au commissariat central. On a aujourd'hui un dispositif qui est quasiment complet, il est actif, la situation elle est relativement plus apaisée aujourd'hui qu'il y a quelques mois, et je touche du bois évidemment pour que ça continue, mais la vérité c'est que nous sommes dans un monde où malheureusement la tentation de la délinquance est forte, en fonction de la crise économique, en fonction des réseaux qui s'organisent, et on doit lutter contre ça tous ensemble. C'est aussi pour ça qu'on a créé Voisins Vigilants et Solidaires, c'est aussi pour ça qu'on a créé une application comme Youme qui permet de sécuriser les déplacements, notamment dans les transports et en ville, et c'est aussi pour ça qu'on s'adresse notamment à travers les conseils de quartier eh bien, aux habitants eux-mêmes, pas pour faire de la délation n'importe comment, mais pour rassembler le maximum d'informations. Je vous assure qu'avec tous les renseignements que nos caméras peuvent donner à la police, avec tous les témoignages que l'on peut recueillir auprès de vous, eh bien, il y a des résultats. La difficulté, c'est que les résultats sont souvent plus discrets que les difficultés, parce que les résultats ils sont couverts aussi par des règles, on est dans un état de droit, et il y a des règles de secret des procédures, de secret des jugements, et on ne peut pas communiquer en permanence sur telle ou telle arrestation ou sur telle ou telle mise en prison. Mais regardez comment les choses évoluent, ça n'est pas parfait, ça ne l'a jamais été, et je pense que ça ne le sera jamais, mais simplement comparons-nous à d'autres communes pas très loin de chez nous, et voyons bien que vivre à Grand-Quevilly aujourd'hui, c'est quand même vivre dans un environnement qui, à tout point de vue, est, je crois, bien meilleur que d'autres ici et là. Alors, on me signale un certain nombre de questions sur la roseraie. Dommage qu'il n'y ait pas de jet d'eau à la roseraie, comme à Petit-Couronne ou Sotteville. Vu la canicule, les enfants seraient contents. Je comprends parfaitement cette question et en soi, effectivement, c'est très intéressant. On avait imaginé d'ailleurs cette perspective. Disons les choses très clairement. On avait imaginé installer des jets d'eau dans la roseraie. Mais avec deux grosses difficultés qui sont intervenues dans l'intervalle. La première, c'est l'inflation, les coûts exorbitants et le budget que ça aurait représenté dans un contexte où, vous le savez, il a fallu faire attention à toutes nos dépenses. Et deuxièmement, en l'occurrence, les dispositifs de gestion de l'eau sur ces systèmes voilà, sont d'une complexité technique qui fait que ça n'était pas compatible avec ce que nous avons finalement choisi de faire, c'est-à-dire que nous avons choisi de rétablir de l'eau dans la roseraie, pas seulement sur le bassin, mais aussi dans la rivière qui traverse la roseraie. Mais vous le savez, cette eau, c'est désormais de l'eau qui est collectée par des cuves depuis tout simplement la pluie, c'est l'eau de pluie, alors qu'auparavant c'était l'eau du robinet. Je pense que chacun comprendra aussi que la priorité par les temps qui courent, c'est précisément d'être économe avec la ressource en eau et de faire en sorte que celle qu'on utilise soit plutôt de l'eau de pluie. À ce moment-là, ça veut dire qu'on ne peut pas tout faire effectivement, et c'est vrai que c'est la raison pour laquelle parallèlement on incite à utiliser la verdure et la fraîcheur de la verdure quevillaise, parce qu'il y a beaucoup d'arbres pour se mettre à l'ombre. On vous invite aussi à utiliser dans cette période de canicule les espaces qui sont climatisés ou qui sont en tout cas les plus frais. Il y a des espaces publics, il y a des espaces privés, je pense par exemple au cinéma, à la piscine, à plein d'endroits comme cela. Et par ailleurs, évidemment, essayer de continuer ensemble à s'adapter aux rigueurs climatiques, mais aussi à apporter notre contribution à la lutte contre le dérèglement climatique. Ce sont plein de sujets sur lesquels on va peut-être revenir. Alors, je ne reprends pas dans les questions que je vois passer celles que j'ai déjà traitées. Je pense par exemple sur le quartier Kennedy, vous pourrez revenir sur l'échange de tout à l'heure. Alors, des radars au feu avenue Franklin Roosevelt face au stade Géo-André. Moi, j'y suis tout à fait favorable. La difficulté, c'est que ce n'est pas le maire qui décide de l'installation des radars de feu ou même des radars de vitesse sur les routes. C'est-à-dire que ça, il faut l'avoir en tête, c'est le préfet qui le décide. Moi, je peux le demander et je l'ai déjà demandé à plusieurs reprises. Jusqu'à présent, ça m'a toujours été refusé. J'avoue que je ne comprends pas pourquoi la réglementation interdit au maire de réglementer lui-même l'installation des radars de feu ou des radars de chaussée, mais c'est la réalité. Et donc, soyez assurés que moi, je demande au préfet et je redemanderai. Mais pour le moment, la réalité, c'est que ça m'a toujours été refusé.
Alors, j'entends, ou je vois plus exactement une question sur les espaces seniors. Ma maman va au centre Lévy pour des jeux l'après-midi, c'est super, mais l'hiver, ils ont très froid, un moyen pour y remédier. Alors, l'espace Lévy, ça fait partie de ces espaces, en effet, qu'on met à disposition des personnes âgées qui le souhaitent, hein, c'est sur inscription, mais c'est gratuit, pour à la fois manger sur place si elles le souhaitent, le repas est payant, mais avec un rapport qualité-prix exceptionnel, donc je conseille évidemment cette restauration pour les personnes âgées. Et en tout cas, l'après-midi, on propose un certain nombre d'activités. L'espace Lévy, lui, il est dans un bâtiment qui appartient à Quevilly Habitat. Et donc, il y a un enjeu pour le bailleur, effectivement, de rénovation thermique de cet endroit. Ce n'est pas pour tout de suite, ça se fera. Parallèlement, on essaye de faire en sorte de gérer à la fois la chaleur et le froid du mieux possible. Mais le message essentiel, c'est de dire, voilà, vous avez pour vous ou pour éventuellement vos parents, par exemple, des opportunités d'activité, de lien social, de rencontres qui sont vraiment exceptionnelles. On n'arrête pas d'enrichir les possibilités offertes aux personnes âgées dans ces espaces seniors. Renseignez-vous, regardez et n'hésitez pas à venir parce que vraiment ça vaut le déplacement. Et même si parfois il fait un peu chaud ou un peu froid, on arrive à gérer ça dans l'ensemble et les gens, comme vous l'avez dit, passent de très bons moments. Alors, est-il vrai que Quevilly Habitat va être repris par la métropole? Non. Alors, soyons très clairs. Quevilly Habitat est une entreprise privée qui le restera, qui a pour actionnaire principal la ville de Grand Quevilly, mais qui a beaucoup d'autres actionnaires et qui intervient sur le territoire de Grand Quevilly principalement, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a plus de 18 communes aujourd'hui sur lesquelles Quevilly Habitat est présent. Et c'est normal puisque son métier c'est de faire du logement social et il y a besoin de logement social pas seulement sur Grand Quevilly. Et du coup, Quevilly Habitat aujourd'hui fait partie d'un groupe de bailleurs sociaux avec d'autres entreprises indépendantes, mais ils ont regroupé leurs forces tout simplement pour mettre en commun, par exemple, des achats qui du coup sont moins chers et mettre en commun des démarches, par exemple, d'information des locataires. Et c'est ça en fait le sujet, c'est que ce groupe qui rassemble plusieurs entreprises distinctes s'appelle Rouen Métropole Habitat. C'est un ensemble de 5 bailleurs sociaux qui restent des entités parfaitement indépendantes et qui restent notamment pour Quevilly Habitat le bailleur que l'on connaît avec les services que l'on connaît, proximité, tranquillité, qualité bien sûr du logement. Donc pas de changement de ce point de vue-là, simplement une mise en partage de quelques démarches précisément dans l'intérêt des locataires, parce que c'est forcément mieux par les temps qui courent, si on peut acheter l'énergie moins chère, si le bailleur peut acheter des travaux moins chers, etc. Donc c'est ça le seul sujet. Rouen Métropole Habitat rassemble plusieurs bailleurs, mais pour mettre en commun leurs forces. Conseillère de quartier Bastier de la Lande, un retour sur les fermetures de classes des écoles Bastier et Texier. Oui, c'est une actualité aussi qui n'est pas réjouissante parce qu'au moment où arrive la fin d'année scolaire, on découvre que l'Éducation nationale a l'intention de fermer une classe sur l'école élémentaire Maryse Bastier. Ce n'est pas encore une décision définitive. Il y a un rendez-vous très important jeudi après-midi, le 3 juillet, qu'on appelle le Conseil départemental de l'Éducation nationale. Les parents d'élèves sont mobilisés pour protester contre cette hypothèse de fermeture de classe. Les élus aussi les accompagnent. Nous étions avec eux vendredi matin à côté de la députée. J'ai écrit moi-même avec mes collègues élus, comme elle l'a fait, à l'inspectrice d'académie, parce que ce n'est pas des décisions qui sont prises ici à Grand Quevilly. Et nous voulons, nous, que la classe de l'école Maryse Bastier ne soit pas fermée. Et nous espérons que jeudi, avec cette réunion départementale où plusieurs situations seront examinées, les choses pourront évoluer. Je ne peux pas en dire plus aujourd'hui parce que je n'ai pas d'indication supplémentaire, mais je veux vous dire que la mobilisation est totale du côté des parents, du côté des élus et aussi avec les syndicats d'enseignants parce que les syndicats d'enseignants sont très représentés dans cette instance qui se réunira jeudi et il faut qu'ils nous aident à porter cette parole pour l'école élémentaire Maryse Bastier. Le sujet est un peu différent, mais ça se traduit de la même façon au collège Texier. Il y a aussi la menace d'une fermeture de classe, notamment en 6e. Là encore, tant que, j'allais dire, la rentrée scolaire n'est pas faite, les choses ne sont pas définitives, mais elles sont assez mal embarquées. Il y a un rendez-vous qui est prévu jeudi soir également à l'inspection d'académie. Nous soutenons, et nous avons écrit aussi avec les collègues élus municipaux, nous soutenons la mobilisation des enseignants, des parents d'élèves. On sait que l'exercice est difficile parce que malheureusement derrière tout ça, il faut bien comprendre qu'il y a le budget de l'État qui n'est pas bon et qui notamment a prévu des baisses de moyens dans l'éducation nationale. Ça veut dire concrètement moins d'enseignants à la rentrée prochaine. Et donc l'inspection d'académie fait ses choix, répartit les postes. Et pour l'instant, elle a ciblé l'école Bastier, le collège Texier, comme d'autres ailleurs en Seine-Maritime.
Bah, nous nous battons pour Grand-Quevilly, pour Bastier, pour Texier, mais véritablement, les réponses seront apportées, je pense, d'ici la fin de la semaine, s'agissant de ces 2 réunions importantes qui sont prévues jeudi soir. Le déploiement de la fibre sur le quartier Maris-Bastier. Alors, c'est un sujet qu'on a pu aborder avec les riverains. Il faut bien comprendre que la ville en tant que telle n'est pas l'autorité compétente pour le déploiement de la fibre. La ville, évidemment, est l'interlocuteur de l'État qui porte au niveau national le déploiement de la fibre. Et nous sommes aussi l'interlocuteur de l'opérateur. C'était historiquement SFR pour l'essentiel de Grand-Quevilly. Ça s'appelle XP Fibre aujourd'hui. En permanence, nous relançons l'opérateur pour lui signaler des difficultés. Celle du quartier Bastier est connue, elle est identifiée. On a réussi à régler un certain nombre de situations avec l'opérateur. J'espère qu'on va y arriver dans celles qui sont encore en cours. Mais voilà, je veux vraiment vous inviter à signaler chaque difficulté parce que ensuite nous répercutons dans le dialogue avec l'État et l'opérateur. Nous n'avons pas les moyens d'imposer quoi que ce soit à l'opérateur parce que le déploiement de la fibre, encore une fois, ce n'est pas la ville qui en est maître, mais simplement c'est important pour nous. Le territoire de Grand-Quevilly est déjà très largement couvert et très bien couvert comparativement à d'autres. Et on sait qu'il y a des situations parfois complexes sur le plan technique ou parfois des oublis de l'opérateur. Il faut le signaler. Et puis on se bat aussi parallèlement sur la gestion des armoires, sur l'entretien du réseau. Il y a eu là aussi des progrès ces derniers temps, mais il ne faut jamais rien lâcher. C'est très compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué précisément que nous, on n'a pas le bâton pour aller dire à l'opérateur, ben voilà, si vous ne faites pas ci ou si vous ne faites pas ça, on aura telle ou telle sanction. Malheureusement, nous, c'est le dialogue que l'on peut mener avec l'État, avec l'opérateur. Ça permet d'avancer quand même, mais ce n'est pas encore parfait, loin de là. Donc n'hésitez pas, en effet, on identifiera chaque situation. Les distributeurs de sacs pour les déjections canines sont souvent vides. Alors, on les remplit beaucoup et globalement sur le Grand-Quevilly, ça fonctionne plutôt bien. Je veux quand même attirer votre attention aussi sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, sur le civisme, parce que la vérité, c'est qu'on ne devrait même pas avoir besoin d'installer des distributeurs de sacs. Chaque propriétaire de chien devrait se prendre en main, c'est le cas de le dire, et avoir son propre matériel et assumer, parce que ça fait partie de la vie de l'animal, bien sûr, de ramasser. Donc nous, on remplit régulièrement pour autant, parce que c'est une garantie supplémentaire. On vous invite à nous signaler quand c'est vide, bien sûr. Et puis plus largement, j'en profite pour dire l'importance que l'on accorde à la place de l'animal dans la ville. On a créé le Canipark pour que les chiens puissent se défouler en toute liberté. On a créé ce petit dispositif d'une carte que les personnes seules peuvent avoir sur elles pour signaler qu'un animal les attend à la maison si jamais il y a une difficulté malheureusement qui leur arrive. On accompagne l'association Solidarité Coup de Patte à la fois sur la gestion des chats dans la ville, mais aussi sur la solidarité avec les propriétaires de chiens, parce que c'est important pour lutter contre la solitude, mais parfois c'est aussi un budget et il faut accompagner certaines familles, certains propriétaires. On a aussi toute une réflexion, je sais que la question revient souvent autour de l'espace public. Je le rappelle, les chiens doivent être tenus en laisse en permanence dans l'espace public. Ce n'est pas une invention du maire de Grand-Quevilly, c'est un règlement départemental et que nous devons faire appliquer ici à Grand-Quevilly et sans aucune exception. Oui, parfois, bien sûr, il y a des propriétaires qui ne tiennent pas leurs chiens en laisse et il n'y a pas toujours un policier au moment où ça se produit, mais je vous garantis que quand ça se produit, la police municipale, elle intervient et les propriétaires engagent leurs responsabilités, notamment vis-à-vis d'autrui, mais vis-à-vis de leur propre animal, parce qu'un chien qui n'est pas tenu en laisse, il est lui-même en difficulté. Et derrière, parfois revient aussi le sujet des épillés. Vous savez, ce sont ces petits épis qui viennent se mettre parfois dans la peau des animaux. C'est évidemment quelque chose sur lequel il faut être très attentif à chaque fois que vous sortez votre animal. C'est une des raisons pour lesquelles il faut le tenir en laisse pour qu'il n'aille pas gambader dans les endroits où il ne faut pas. Et puis, nous sommes attentifs à ça en essayant de trouver un équilibre et en tenant les leçons de l'expérience entre les endroits où il faut tondre la pelouse parce que les usages des piétons, des animaux nécessitent qu'ils puissent passer en toute sécurité. Et puis d'autres endroits où il faut laisser pousser l'herbe parce qu'on le voit précisément en ce moment, c'est un enjeu majeur pour tout simplement le climat, la biodiversité et la qualité de vie des êtres humains. Je veux dire à cette occasion, une fois de plus, que les questions de biodiversité ne sont pas des questions pour embêter le monde à côté de la vie quotidienne. On est au cœur de ce qui se passe. C'est-à-dire que quand il y a des arbres qui poussent, quand il y a de l'herbe qui pousse, à chaque fois, c'est 1, 2 et parfois même 10 degrés de chaleur en moins à cet endroit-là par rapport à la chaleur du soleil.
Quand il y a de la végétation qui pousse évidemment à des endroits que l'on maîtrise, c'est aussi de la biodiversité, c'est aussi des insectes, c'est aussi des oiseaux, c'est aussi des chauves-souris, et ce sont aussi des prédateurs, par exemple pour les moustiques. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une question sur les moustiques tigres ou les frelons asiatiques. Et bien, la vérité, c'est que le meilleur prédateur pour se débarrasser des moustiques tigres ou des frelons asiatiques, qui ne sont pas une spécificité de Grand Quevilly, mais qui existent chez nous comme ailleurs, c'est d'avoir des oiseaux, c'est d'avoir des chauves-souris, et c'est donc d'avoir un espace urbain qui offre aussi de la biodiversité. Et je veux que l'on comprenne que toute cette action-là, elle est au cœur de la qualité de vie pour les habitants eux-mêmes. Ce n'est pas pour les petites bestioles comme ça, c'est pour faire en sorte, parce que nous sommes un élément de l'écosystème, eh bien qu'en effet, nous vivions dans notre ville. C'est la raison pour laquelle, vous l'avez peut-être vu, on a aussi entrepris de rénover les cours d'école pour y mettre davantage de verdure, davantage de végétation, et tout simplement davantage de fraîcheur pour les enfants, davantage aussi d'éducation à cette biodiversité. On continuera ce travail, on le fait dans l'espace public avec la métropole également, plutôt de la verdure que du béton, mais on le fait aussi en maîtrisant les usages pour que tout le monde trouve évidemment son équilibre. Alors, je regarde vos questions, j'espère ne pas en avoir oublié. Alors, je précise aussi à l'occasion qu'en tout état de cause, toutes les questions auront une réponse, c'est-à-dire soit je peux l'apporter ici en direct, soit on fera en sorte de vous répondre individuellement ou à travers aussi le magazine municipal. Alors, voilà, on me signale un certain nombre de comportements de voitures qui sont tentés par des rodéos, par exemple, ou des choses comme ça. Alors, je redis ce que je disais tout à l'heure, la question du civisme, elle vaut pour les animaux, mais elle vaut évidemment pour tous les gestes de la vie quotidienne, et en particulier, c'est vrai, la conduite automobile. Alors, il y a monsieur et madame tout le monde qui parfois se comportent mal au volant, et puis il y a aussi des gens qui sont des délinquants à moto ou en voiture, notamment cette question des rodéos. C'est un travail de longue haleine que nous menons en profondeur avec la police municipale, avec la police nationale, avec aussi les informations que vous pouvez nous donner. Et là, très clairement, je veux le dire, il y a eu depuis le début de l'année plusieurs arrestations et plusieurs condamnations en justice de gens qui ont cru pouvoir utiliser Grand Quevilly comme un terrain de jeu. Ce n'est pas forcément des habitants de Grand Quevilly, mais ils venaient faire les malins avec leur moto, notamment quand il a commencé à faire beau. Eh bien, grâce à nos images de vidéoprotection, grâce à vos témoignages, nous avons pu fournir à la police nationale et à la justice des éléments qui ont permis ensuite d'identifier les véhicules et les conducteurs et d'engager toutes les poursuites nécessaires. Il n'y a pas de solution miracle face à ces comportements-là qui sont inacceptables et insupportables. Mais il y a une mobilisation de tous les instants, elle est réelle. Malheureusement, on le sait, à chaque fois qu'il se remet à faire beau, on est exposé aux mêmes difficultés. À chaque fois, on engage avec nos partenaires des actions qui permettent d'apporter concrètement un coup d'arrêt parce que les véhicules sont confisqués, parce que les conducteurs sont condamnés. Ce n'est pas forcément le jour où ça se passe, mais ensuite, évidemment, ça les neutralise pour un certain temps. Ça fait partie de la mobilisation permanente. Alors, attendez, parce que ça défile et je voudrais essayer de ne pas trop louper. Comment pouvons-nous nous inscrire à la réserve communale? Alors, la réserve communale, vous pouvez trouver des informations sur le site internet de la ville et vous pouvez contacter en mairie le service qui s'en occupe et que je remercie. L'idée, c'est qu'on fait des recrutements pas au fil de l'eau, mais plutôt par vagues successives, parce que faire partie de la réserve, ça suppose un engagement durable et ça suppose des formations. Et ça suppose donc une disponibilité qui crée aussi du lien avec les autres membres de la réserve. Pour pouvoir travailler ensemble de façon efficace, il faut se connaître, apprendre à se connaître. Donc tout ça, c'est quelque chose sur lequel régulièrement on vous informe et on va en particulier lancer à la fin de l'année 2025 un guide de la sécurité civile qui rassemblera des informations relatives à la gestion des risques. Ça peut être les risques naturels, les risques industriels. Et là, vous retrouverez toutes les informations sur la réserve communale. L'idée, c'est que probablement l'année prochaine, en 2026, on puisse lancer un nouvel appel au recrutement et que des volontaires puissent effectivement se manifester. Il faut savoir aussi qu'avec la réserve communale, aujourd'hui, il existe une réserve départementale et Grand Quevilly est vraiment la source d'inspiration de cette réserve départementale dans laquelle nos volontaires sont présents également. Donc soyez attentifs à ce guide papier qui va sortir en fin d'année 2025 et à cet appel au volontariat qui sortira, lui, probablement dans le courant de l'année 2026. Une question sur les trottoirs de l'avenue Franklin-Roosevelt avec les racines, c'est dangereux, etc. Oui, effectivement, il y a un gros chantier à envisager sur l'avenue Franklin-Roosevelt, à vrai dire, de haut en bas,
Et nous avons déjà commencé à réfléchir avec la métropole, hein, puisque c'est elle qui est responsable des voiries, à la fois la chaussée et les trottoirs. C'est un travail considérable à la fois sur le plan technique et sur le plan financier. Ça ne va pas se faire tout de suite, disons les choses, parce qu'il y a d'autres chantiers qui sont engagés, et notamment on vient de lancer enfin le grand chantier de rénovation comment dirais-je, plusieurs routes et plusieurs avenues, et notamment l'avenue Aristide-Briand, pardon, sur le haut de la ville. Tous ces chantiers-là vont prendre du temps, de l'argent, et ensuite on passera évidemment à d'autres chantiers. Mais il est clairement identifié, ce sujet-là, il y a déjà des réflexions dans les tuyaux, et ce qu'on espère, c'est pouvoir faire sortir dans les années qui viennent quelque chose d'ambitieux, effectivement, par exemple pour l'avenue Franklin-Roosevelt, parce qu'il y a des sujets pour les piétons, pour les voitures, mais aussi pour les vélos, bien évidemment. Alors, on me parle de la pharmacie qui va s'agrandir. Je pense que ça concerne l'avenue des Provinces. Il y a une réflexion qui est engagée effectivement par la pharmacie pour essayer de s'agrandir dans la mesure où la boulangerie qui est à côté va cesser son activité. Et c'est le pharmacien que l'on connaît bien déjà ici qui a un projet permettant, et on connaît ce pharmacien qui est sérieux et dynamique, eh bien, voilà, de participer à la dynamique de l'avenue des Provinces. La vérité, c'est qu'on aurait sans doute apprécié qu'une boulangerie puisse rester à cet endroit, mais en l'occurrence, il n'y a pas eu de repreneur dans ce métier, donc vous savez sans doute qu'il est en difficulté aujourd'hui par à la fois le mode de vie qui change, par l'ouverture aussi d'autres boulangeries dans les environs qui font une concurrence assez rude, il faut bien le dire, et il restera, heureusement, bien sûr, 2 boulangeries sur l'avenue des Provinces. On va voir comment les choses évoluent sur ce projet, mais je dis aussi par ailleurs que ce sont des projets privés. Pour le coup, la ville n'a pas de pouvoir s'agissant de discussions entre 2 acteurs privés, et dans un immeuble qui est une copropriété privée lui aussi. Donc il faut que les uns et les autres s'accordent, et à partir du moment où ils s'accordent, bah, nous constatons évidemment ce projet, et notre idée dans ces cas-là, c'est de l'accompagner du mieux possible pour que ça participe du dynamisme de l'avenue des Provinces. On est tous contents d'avoir cette variété de commerces. Il y a 2 boulangeries, il y a plusieurs commerces de bouche et d'autres encore sur l'avenue des Provinces. Et là, en l'occurrence, les interlocuteurs sont des gens que l'on connaît et en qui nous faisons confiance. Alors, le transfert d'école pour les enfants dont les aînés quittent l'école et qui souhaitent les rejoindre. Alors là, je ne sais pas évidemment précisément de quoi il s'agit, mais de manière générale, je rappelle que les inscriptions dans les écoles obéissent à une réglementation nationale qu'on appelle la sectorisation, c'est-à-dire qu'un enfant est affecté obligatoirement dans l'école où ses parents, du quartier pardon, où ses parents habitent. Il peut y avoir des exceptions, et on accepte à Grand-Quevilly un certain nombre d'exceptions, mais forcément c'est au compte-gouttes et sur présentation des justificatifs, et les motifs de dérogation sont très limités et tiennent essentiellement à la garde d'enfants ou à ce qu'on appelle les fratries, quand il y a déjà un autre enfant dans l'école demandée. Mais tout ça est opéré en lien avec l'éducation nationale, avec l'inspectrice de circonscription, et on ne peut pas, s'agissant des écoles maternelles et élémentaires, dispatcher les enfants au bon vouloir de la mairie, ni même au bon vouloir des parents. On doit respecter cette réglementation, et on essaye de le faire, comme je vous le disais, avec un peu de souplesse, mais simplement un peu, parce que les règles sont ce qu'elles sont. Alors, bah oui, donc il y avait cette question, pourquoi refuser des demandes de dérogation hors commune, surtout lorsque celle-ci est motivée par un motif valable? En fait, là encore, soyons très clairs. Je parlais à l'instant des dérogations à l'intérieur d'une même commune. S'agissant des dérogations hors commune, la règle est encore plus stricte, parce qu'évidemment, la règle, c'est que l'enfant doit être scolarisé dans la commune où il réside. Il peut y avoir là encore des exceptions, et il peut y avoir des enfants d'une autre commune admis dans une école de Grand-Quevilly. Ça arrive, mais là encore, ce sont des exceptions, et la réflexion pour accorder ou refuser ces dérogations, elle est menée d'abord en lien avec la commune d'origine, parce qu'il faut que la commune d'origine donne son accord. Ce n'est pas toujours le cas. Si elle donne son accord, ensuite, c'est une réflexion qui est menée avec, je le disais, l'éducation nationale, et nous, les décisions que nous avons prises cette année comme les années précédentes ont toutes été concertées avec l'éducation nationale pour être en harmonie. Et donc, je renvoie sur ce point à la fois aux explications que les services fournissent à chacun individuellement, mais aussi au dialogue que chacun peut avoir avec l'inspectrice de la circonscription,
qui confirmera ce que j'indique, c'est-à-dire ces réflexions partagées avec la ville pour appliquer les règles de la façon la plus rigoureuse possible. La souplesse, oui, mais dans les limites, encore une fois, de la réglementation. Alors, j'entends, je lis plus exactement des questions sur des travaux dans les appartements. Alors, là, s'agissant de situations individuelles et qui concernent le bailleur, on va noter vos observations. Ici, ça concerne l'immeuble Lotaré, par exemple. Donc, on transmettra votre intervention au bailleur pour qu'il y ait un dialogue, évidemment, à ce niveau-là. Et nous n'avons pas, nous, en tant que ville, le pouvoir d'imposer quoi que ce soit à un bailleur qui, par ailleurs, lui aussi travaille en fonction d'une réglementation qu'il ne décide pas. Donc il y a tout un dialogue aussi pour comprendre ce sujet-là. Alors, question de civisme, oui, on en a parlé. Les nuisances de stationnement prolongé. Alors je veux vous dire qu'en permanence, on constate effectivement que des véhicules restent plus d'une semaine au même endroit, c'est interdit. Dès qu'elle est saisie, la police municipale engage la procédure nécessaire, mais la procédure nécessaire a ceci de particulier que si dans l'intervalle le véhicule a bougé, évidemment on ne peut pas l'embarquer. Simplement, n'hésitez pas à signaler les difficultés parce qu'on ne veut pas en effet que des véhicules tampons viennent prendre des places inutilement. On ne veut pas non plus prendre le moindre risque avec des véhicules qu'on ne connaît pas et qui seraient abandonnés là. Donc la police municipale, tous les jours, elle a ce type d'intervention. Elle peut passer à côté de certaines situations. C'est pour ça aussi, comme je vous le disais, que le numéro de téléphone ou l'application Voisins Vigilants et Solidaires peut permettre de partager des éléments et à ce moment-là, de gérer effectivement la difficulté. Alors, je regarde vos questions ici et je vois effectivement plusieurs sujets qu'on a déjà abordés. Je regarde aussi les questions que vous m'avez envoyées parce que je ne voudrais pas oublier ceux d'entre vous qui m'ont signalé des questions. Le travail sur les épillés, les pelouses, j'ai expliqué, et je vous renvoie à ma réponse de tout à l'heure, mais les services sont à votre disposition. L'élagage des arbres, je l'ai dit aussi par rapport à la charte de l'arbre. S'agissant de Quevilly Habitat, donc j'ai indiqué que toutes les sollicitations individuelles sont transmises évidemment au bailleur, mais lui-même agit à partir d'un cadre réglementaire qui évolue beaucoup et qui est de plus en plus contraignant pour le bailleur. Donc en clair, Quevilly Habitat ne fait pas ce qu'il veut en fonction des sollicitations. On a parlé de Kennedy, tout à l'heure je renvoie à cela. On a parlé de civisme et ça vaut aussi pour la propreté, puisque plusieurs d'entre vous posent la question des déchets. Globalement, Grand Quevilly est une ville beaucoup plus propre que d'autres. Là, je crois que beaucoup de gens en témoignent et notre action y contribue. Mais il faut continuer et il faut bien se comporter. On a un travail avec la métropole qui est engagé, vous savez, sur la question des biodéchets pour que chacun puisse à domicile faire le tri des déchets naturels. Il y aura des installations dans la ville à partir du mois de septembre. C'est quelque chose qui a été expérimenté à Sotteville et ça marche très bien. Et nous, on va le déployer avec la métropole. Il n'y a pas d'obligation, bien évidemment, mais c'est une opportunité qui sera mise à disposition de tous pour participer effectivement à cette gestion des biodéchets. Il y a une question qui est posée sur la réouverture de la rue Albert-Lebourg, parce que, vous l'avez noté, c'est du côté de l'EHPAD dans le quartier Matisse. On a réouvert cette rue, je crois que ça a amélioré beaucoup de choses sur les circulations boulevard Roosevelt, avenue Georges Braque. Ça crée encore des interrogations parce qu'on expérimente aujourd'hui des chicanes pour voir si c'est efficace. Vos retours sont partagés. Il y en a qui me disent il faudrait supprimer cette expérimentation parce que ça ne sert à rien et ce que vous avez fait est déjà suffisant. Il y en a d'autres qui disent c'est très bien, mais du coup, il faudrait enlever le côté provisoire et avoir des installations plus durables. Très concrètement, comme je vous le dis, le schéma actuel, il est expérimental. On regarde ce que ça donne et avec la métropole, on fera des aménagements dans un sens ou dans l'autre en fonction des résultats de cette expérimentation. Ça ne va pas durer 107 ans, mais bien évidemment, au détour de l'été, on essaiera de faire bouger les choses. En tout cas, ce que je constate, c'est que, oui, il y a encore des questions ici, c'est normal, sur ces sujets de circulation, de vitesse et de comportement, mais il y a surtout quand même des aménagements nouveaux qui ont été apportés et qui permettent une fluidité des circulations. On a parlé tout à l'heure du Puy-Marie, du pont aussi de Brossolette. On a parlé des moustiques et des frelons asiatiques. J'ai dit tout à l'heure l'importance de traiter ça avec la biodiversité. Il n'y a pas de spécificité quevillaise. Des moustiques tiques, vous entendez parler à la télé, il y en a partout. Des frelons asiatiques aussi. Par contre, nous, on peut faire en sorte, avec notre biodiversité, justement d'avoir des prédateurs naturels
et c'est le cas. Une question sur la réfection du mail. On a commencé aujourd'hui des travaux de rénovation du mail. Alors ce ne sera pas une restructuration complète de ce mail, mais c'est une mise en sécurité d'un certain nombre de passages qui étaient devenus très problématiques. C'est aussi un nettoyage, c'est quelque chose qui va donner vraiment un gros coup de propre à notre mail, qui est un endroit merveilleux au cœur de la ville. Et donc concrètement, ça a commencé aujourd'hui et je voulais évidemment vous l'indiquer. On a parlé aussi de vidéoprotection. Je renvoie à mes indications sur ce point. Il y a une question délicate qui m'a été posée, mais évidemment, il ne s'agit pas de l'éviter, qui concerne notre jumelage avec une ville israélienne. Parce que je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, mais il faut rappeler que Grand-Quevilly a 5 jumelages. Et on me dit, mais pourquoi vous ne supprimez pas ce jumelage dans le contexte actuel? Il faut faire ça, etc. Bon, moi, je veux être très clair. Les 5 jumelages de Grand-Quevilly appartiennent à l'histoire de notre ville. Et ils appartiennent à l'histoire de notre ville parce qu'ils ont tous un rapport avec la Deuxième Guerre mondiale et avec la volonté qu'a eu Tony Larue en construisant le Grand-Quevilly nouveau d'après-guerre, eh bien de ne pas oublier son engagement de résistant, son engagement dans la Deuxième Guerre mondiale et la mémoire que nous devons tous garder à l'esprit et faire vivre. Concrètement, il y a un jumelage avec l'Allemagne, c'est une évidence après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un jumelage avec l'Angleterre, là aussi, puisque le débarquement est parti de l'Angleterre. Il y a un jumelage avec le Québec, parce que ce sont des Canadiens qui nous ont libérés, et notamment des Québécois de notre ville jumelle. C'est pour ça qu'on a évidemment la place du Québec, l'avenue des Canadiens ou le parc des provinces, sous-entendu les provinces québécoises. Il y a un jumelage avec Madagascar, parce que Madagascar, c'était une colonie française et la décolonisation n'a pas empêché de garder des liens d'amitié, et au contraire, c'était une façon justement de dire nous sommes égaux, vous êtes un pays indépendant, mais nous sommes amis parce qu'il y a une histoire partagée. Et puis il y a un jumelage avec une ville israélienne, parce que je crois ne pas avoir besoin d'expliquer qu'après la Deuxième Guerre mondiale, ça avait un sens majeur de faire vivre dans la mémoire des jeunes quevilliers, comme plus largement des Français, les raisons qui ont conduit à la création de l'État d'Israël et qui sont très largement liées à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah. Maintenant, cette réalité-là, elle n'empêche pas d'avoir évidemment un regard critique sur ce que fait le gouvernement israélien et d'avoir une position sur ce qui se passe là-bas. Mais moi, ma position, ce n'est pas de supprimer un jumelage qui, aujourd'hui, évidemment, ne fonctionne pas et qui est purement symbolique. Ce jumelage, il faut le dire très clairement, mais c'est une évidence, il est gelé par les circonstances. Il a 60 ans, ce jumelage. Ça fait 60 ans que nous sommes jumelés avec cette ville israélienne, et malheureusement, tout au long des 60 années, il y a eu beaucoup de guerres dans lesquelles ce pays était engagé. Et il y a eu beaucoup d'atrocités qui ont été commises. Il faut les dénoncer, et aujourd'hui, il y en a, et nous les dénonçons. Moi, j'ai eu l'occasion d'abord de dénoncer les atrocités du Hamas le 7 octobre 2023 qui ont touché notre ville jumelle, et nous avons eu là-bas évidemment des échanges de sympathie pour dire notre soutien aux victimes de cette attaque du 7 octobre. Mais quelques jours plus tard, j'ai dit aussi mon soutien à ceux qui prenaient sur la tête à Gaza des bombes israéliennes et qui étaient ces victimes civiles, et notamment les enfants, comme nous le savons. Aujourd'hui, nous avons dans notre ville jumelle israélienne d'autres victimes, d'autres tirs qui sont intervenus depuis l'Iran notamment, vous le savez, mais nous avons aussi une situation d'un gouvernement israélien qui commet des crimes atroces et qu'il faut dénoncer comme tels. Ce n'est pas en coupant un jumelage avec des gens qui n'y sont pour rien que l'on va faire avancer les choses. En revanche, je veux dire très simplement que dans le contexte actuel, comme l'a fait la ville de Rouen, comme l'a fait la ville d'Elbeuf, comme l'ont fait plein de villes à travers la France, évidemment la ville de Grand-Quevilly, très concrètement, apportera son soutien aux enfants de Gaza à travers un don à l'UNICEF, parce que nous sommes une ville amie des enfants, partenaire de l'UNICEF, et qu'à chaque fois que des situations comme celle-ci se produisent, nous donnons de l'argent, et je proposerai ça au prochain conseil municipal, pour que l'UNICEF fasse son travail aux côtés des enfants victimes. Et il ne faut pas mélanger effectivement les sujets. Il y a des civils israéliens dans notre ville jumelle qui passent leur temps à protester contre ce que fait leur gouvernement, qui passent leur temps aussi à prendre des bombes sur la tête. Et nous n'allons pas couper un jumelage définitivement parce qu'il y a aujourd'hui cette politique très contestable. Mais il y a aussi une réalité terrible à Gaza, en Cisjordanie et dans d'autres territoires. Eh bien, nous ne sommes pas les bras ballants.
Et plutôt qu'un symbole comme la rupture d'un jumelage qui serait un triste symbole, eh bien moi je veux une action concrète et je proposerai au conseil municipal bien évidemment d'apporter cette réponse-là. Je pense que c'était important de clarifier ce sujet parce qu'on ne remet pas en cause 60 ans d'histoire de Grand Quevilly, on ne me remet pas en cause les origines profondément républicaines et résistantes de ces jumelages, on ne remet pas en cause les choix qui ont été ceux de Tony Larue et de tous ses successeurs, mais par contre, évidemment, on tient compte des réalités terribles auxquelles nous sommes confrontés, de la sensibilité légitime que nous partageons tous et sur laquelle j'ai eu l'occasion de m'exprimer déjà très officiellement, notamment en conseil municipal, et on joint le geste à la parole avec une action concrète qui va vraiment aider les enfants de Gaza, plutôt qu'un symbole qui ne ferait pas avancer les choses. Nous avons la chance d'être dans un pays en paix. La France est un pays en paix. Nous devons porter des messages de paix. Non pas choisir un camp contre un autre alors que nous sommes amis avec le peuple israélien et nous sommes amis avec le peuple palestinien, mais dire, puisque nous avons cette chance de pouvoir le faire en toute sécurité, que c'est toujours la paix qui doit l'emporter. C'est facile à dire dans la situation qui est la nôtre, mais la vérité c'est qu'il faut avoir des exigences, il faut apporter ce que l'on peut apporter, et on apportera beaucoup plus en aidant l'UNICEF et son action humanitaire qu'avec effectivement une rupture symbolique qui serait un triste symbole, parce que la vérité, c'est que tous les liens d'amitié qui existent entre les peuples, il faut les préserver. Celui-là, il est gelé par les circonstances, c'est une évidence, et il n'y a pas de sujet, je dirais, de ce point de vue-là, et ça fait même, à vrai dire, une trentaine d'années qu'il n'y a pas eu d'échange d'habitants entre nos villes jumelles, mais simplement, on ne veut pas confondre effectivement les registres. Et l'action concrète, c'est celle-là qu'on va déployer. Je vous remercie d'avoir été attentif à cette réponse et plus largement d'avoir participé à ce Facebook Live. C'est toujours trop court, mais vous pourrez le revoir en replay. Et puis, on pourra se retrouver dans d'autres occasions, par exemple, pourquoi pas sur les Bakayades dès ce week-end. Merci à vous, à très bientôt.